sur l'année 2021, on a fait 1 million pour cette activité-là. Et on en a surtout craché un qui nous a fait beaucoup de mal en 2016, où on a perdu beaucoup d'argent. Moi, ça m'a endetté jusqu'en mars 2022. Donc pendant 6 ans, j'ai quand même payé des dettes à fond perdu pour rembourser des crédits que j'avais fait sur des boîtes qui sont parties en liquidation. Si tu veux, je me suis dit, faut acheter. Ça m'a vraiment fait évoluer en fait, tu vois. Alors que si j'avais acheté ça, peut-être qu'au final, c'était pas une si bonne décision que ça. Il faut rattraper ce temps perdu, et donc là, je me suis mis à 400%. Vraiment, je me suis mis comme jamais. Bienvenue dans ce deuxième épisode de Limo sans cravate, et aujourd'hui on accueille Julien Calamotte. Salut Julien. Salut Thibaut. Tu vas bien ? Ça va et toi ? Ouais, très bien. On peut dire bonjour Alex ou pas ? On peut dire ouais, bonjour Alex. Salut, C'est quand vrai même, que- je c'est vrai suis qu'on est là, trois, je fais faut partie en profiter. Non, on est très content de te recevoir. C'est vrai qu'on a pu échanger avec toi pendant divers événements sur Toulouse. Et tu as une vision de l'investissement qui nous parle beaucoup. Donc on est content de te recevoir. Est-ce que dans un premier temps, tu pourrais te présenter et nous expliquer ton parcours pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore ? Bien sûr. Alors déjà, merci de m'avoir invité sur ce podcast. Comme tu le disais, on se croise sur des événements et voilà. Et moi, j'apprécie beaucoup à chaque fois échanger avec vous deux. C'est vraiment cool. Je trouve que ce que vous faites, c'est chouette. Je vous l'ai déjà dit, mais je le répète aussi devant tout le monde. Merci. C'est gentil. Voilà, vous apportez beaucoup de valeur et je trouve que c'est... Enfin voilà, vous êtes motivés et tout. Je trouve que c'est super. Je vais pas faire le vieux là, mais voilà, pour des jeunes, c'est super de faire ça. Non, c'est cool. Et voilà, donc encore une fois, merci. Pour me présenter rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Julien, comme Thibaut l'a dit. Je suis né à Toulouse, ça s'entend peut-être un peu. Mais du coup, je me sens pas trop dépaysé ici, ça Non, va. ça va. Et donc rapidement, j'ai fait mes études au Canada, j'ai fait sciences politiques, enfin j'ai fait une prépa HEC. Après, j'ai fait qui m'a pas du tout plu, donc j'ai arrêté. Et puis, c'est pas que j'ai l'abandon facile, mais j'aime bien ne pas trop perdre de temps quand je sens que ça va pas. Je suis parti faire Sciences Po à Montréal avec une option, une spécialisation dans la communication politique. Et ce qui m'a absolument pas plu. Donc, quand je suis retourné en France en 2008, donc après avoir vécu 5 ans au Canada, j'ai trouvé un job d'assistant e-marketing. Donc, l'e-marketing, pour ceux qui ne savent pas, c'est le marketing électronique pour l'e-commerce et sur Internet. D'assistant e-marketing dans une boîte qui vendait des canapés en ligne à l'époque, qui était assez précurseur sur le sujet d'ailleurs, parce qu'en 2008, commander son canapé sur Internet, c'était pas encore ça. Ouais, c'est clair. Donc on vendait des trucs avec 6 mois de délai, etc. Bon, enfin, je vous passe les détails, c'était catastrophique, mais ça fonctionnait. C'est une boîte qui faisait 10-12 millions d'euros quand même. Voilà, rapidement, au bout de 6 mois, je me suis un peu formé. Du coup, forcément, j'ai appris sur le métier que je connaissais pas du tout. Oui, j'allais dire, pendant Sciences Po, c'est pas vraiment ce que tu voulais Non. en cours. Non, clairement pas. Mais en plus, la politique en Amérique du Nord, c'est un peu binaire, quoi. T'as deux gros partis, grosso modo. Donc, franchement, c'était un peu ennuyant. Mais par contre, le discours politique, la partie propagande, communication, pub et tout, ça me plaisait beaucoup. Et je sais pas, j'ai dû j'étais pas vraiment visionnaire parce qu'il y en a plein qui l'ont vu avant moi, mais je me suis dit que faire ma carrière dans le même monde d'Internet, ça avait du sens. Voilà, en 2008. Et donc, du coup, pour ça que j'ai redémarré un truc à zéro et mes études m'ont absolument servi à rien, en tout cas sur ce côté spécialité, quoi, ça, c'est certain. Attention aux jeunes qui nous écoutent, c'est important les études quand même, mais surtout pour apprendre des méthodes et des process. Finalement, au final, le sujet, à moins d'être médecin ou d'avoir des choses vraiment très techniques et vraiment des diplômes très diplômants, finalement, le reste... Ouais, tu l'apprends sur le tas. Exactement. Et moi, j'ai toujours été un peu autodidacte comme ça, donc ça, c'était un peu ce qui me caractérise aussi. Donc là, je suis parti dans une autre boîte, pareil, assistant e-marketing, d'un responsable e-marketing. Puis j'ai grimpé les échelons et au bout d'un moment, je voulais prendre un peu la place de tout le monde. Donc du coup, c'était pas possible. Donc au bout de 2 ans, j'ai monté ma boîte et j'ai monté une agence web. Ok. Voilà, et cet employeur-là est devenu mon premier client. Il m'a fait confiance parce qu'il voulait pas trop que je parte. Et c'est devenu mon premier client de l'agence web. Donc on créait des sites internet, on accompagnait les gens surtout sur la visibilité en ligne. Et donc de là, c'était ta première aventure entrepreneuriale, quoi. C'était ma première aventure entrepreneuriale, aidée par Pôle emploi, faut le dire quand même, c'est important. Et je pense que la case Pôle emploi est intéressante à activer pour tous ceux qui veulent créer quelque chose, mais qui ont peur de le faire sur la partie financière, notamment. Je dis pas qu'il faut en surprofiter, mais bon, je veux dire, il y a tellement de gens qui en profitent sans se poser trop la question et surtout sans créer de valeur derrière que c'est pas un entrepreneur qui doit se sentir coupable de profiter des allocations chômage pour créer. C'est fait pour ça d'ailleurs. Donc, complètement. Et du coup, là, à ce moment-là, donc tu te lances dans l'aventure entrepreneuriale. L'immobilier, tu n'y penses pas encore ?
Alors, t'as raison, c'est un podcast immobilier, donc on va pas parler forcément que d'entrepreneuriat, mais t'as raison, c'est bien, mais c'est pour t'as raison de savoir recentrer. où se place l'immobilier à ce moment-là. Ouais, non, mais t'as raison, parce que d'ailleurs, l'immobilier était déjà dans ma vie à ce moment-là, puisque moi, je suis rentré en 2008 du Canada, en avril, donc j'avais 22 ans, et en octobre, j'ai acheté une résidence principale. Donc j'ai acheté une maison sur un terrain de 900 mètres carrés, là, dans les coteaux de Toulouse. Pourquoi ? Je le dis très clairement, parce que ma femme a 11 ans de plus que moi et que du coup elle avait une maturité que j'avais pas forcément à l'époque, et ça m'a vraiment aidé à mettre le pied dans l'immobilier. Donc c'était en 2008, on s'est mariés en 2009, en 2010 on a eu notre premier enfant ensemble, donc elle avait déjà 2 enfants que vous connaissez, enfin vous en connaissez une. Oui. Et en fait de là ça s'est enchaîné. 2010 on a aussi acheté notre premier appartement en location meublé à Toulouse, en centre-ville, Ok. un studio. C'était de notre côté. En fait, avec l'erreur, en tout cas l'erreur de croyance que font souvent les gens, c'est on achète un studio parce qu'on va y mettre nos enfants quand ils feront leurs études. Ça, c'était vraiment C'était ton ce qui cas ? nous a fait acheter. Ouais. Voilà, exactement. Donc on s'est dit on en achète un. Ouais, mais merde, on a déjà 2 filles. Il y a le petit qui vient d'arriver. On faut en acheter un deuxième. Donc 3 mois après, on en a acheté un deuxième, début 2011. Donc c'est des studios qui étaient très bien, pour ceux qui connaissent Toulouse en centre-ville, c'était au niveau du Capitole notamment, donc quartier Capitole, Esquirol. Donc très bien placé. Mais franchement, à l'époque, loin de moi l'idée de faire un truc plus gros que ça, quoi. Et on n'a pas acheté un troisième, parce qu'on s'est dit qu'il était encore petit, qu'on avait le temps. Et puis surtout, on a créé pas mal de projets, parce que comme je vous l'ai dit, moi après j'ai créé une agence web donc, en 2011. Et donc là, on avait déjà une résidence principale, 2 appartements, et on s'est plutôt focalisé sur des activités, enfin moi surtout, je me suis focalisé sur des activités entrepreneuriales jusqu'en 2016. Donc 2011-2016, j'étais à mon compte, et notamment en 2013, on a créé notre première SCI à l'IS, Ok. qui était une SCI familiale qu'on a toujours. Donc il y a mon fils, qui avait à l'époque 3 ans, qui rentrait au capital. Ok. Intéressant. Alors, je sais pas quel est l'âge de ceux qui nous écoutent, mais en tout cas, si vous avez des enfants, sachez que c'est possible de mettre un associé mineur avec des clauses bien spécifiques dans des statuts pour le protéger, évidemment, et puis dans les contrats de prêt bancaire aussi. Alors pour ceux qui ne seraient pas forcément au fait, mais quel est l'avantage du coup de faire entrer un associé mineur dans une SCI ? Est-ce que c'est pour des questions de succession ? Exactement. En fait, ce qu'on s'est dit, c'est nous, on fait tout ça pas pour en vivre. On fait tout ça pour créer du patrimoine. Et créer du patrimoine, dans la notion de patrimoine, il y a forcément la transmission. Et donc, on s'est dit, on va transmettre à notre fils commun ou aux filles de mon épouse demain. Donc, plutôt que de payer après des droits, de devoir faire des cessions, etc., filons déjà 29% de la boîte à notre fils qui a 3 ans. Il ne sait pas ce que c'est, mais d'ailleurs, même aujourd'hui, il a presque 13 ans. Pour lui, il veut tout vendre une fois, quoi. Il aura tout hérité, donc il n'a pas encore compris la notion de. Voilà. Mais c'est pas grave, ça tu fait vois. plaisir en tout Voilà, cas. on s'arrête pas là. Mais je crois que maintenant il commence ça y est, il comprend un peu ce qu'on fait, tout ça. Je crois que là il va bientôt peut-être changer d'avis. Et puis là, il est tombé par hasard sur mon livre aussi sur internet. Il me dit mais papa, j'ai un copain qui est tombé là-dessus. Bon, bref, la dernière fois, il m'envoie un texto pour me dire ouais, il y a quelqu'un qui parle de toi dans le métro. Donc tu vois, c'était voilà, il comprend que finalement il y a quelque chose à faire peut-être avec ça. Donc on monte cette SCI, on achète des locaux commerciaux pour nos activités e-commerce, parce qu'entre-temps on avait racheté des sites e-commerce, parce que c'était vraiment ce que j'avais envie de faire. Donc on rachetait des sites, on les développait, on les revendait ou on les crachait. Ça arrive, et on a craché plus qu'on en a revendu, très clairement. Et on en a surtout craché un qui nous a fait beaucoup de mal en 2016, où on a perdu beaucoup d'argent. Moi, ça m'a endetté jusqu'en mars 2022, donc pendant 6 ans j'ai quand même payé des dettes à fond perdu pour rembourser des crédits que j'avais fait sur des boîtes qui sont parties en liquidation. Donc en perso, tu rembourses. Ouais, j'ai repris. En fait, j'avais une caution BPI France, qui est la banque publique d'investissement, et j'avais une caution sur ma holding à l'époque. Et du coup, ma holding, j'ai liquidé avec la boîte à l'époque parce que je voulais pas qu'ils viennent me retoquer dessus. Et puis BPI France, j'avais pas envie d'être marqué au fer rouge là-bas, ni au CIC qui m'avait prêté l'argent pour développer cette activité, dans laquelle j'avais fait rentrer un investisseur d'ailleurs qui avait 25% du capital, qui lui aussi a perdu des billes, mais moins que nous. Et on a payé. Voilà, j'ai pris toutes. Pourquoi j'ai repris tout ça ? Je savais pas ce que j'allais faire à l'époque. Donc à l'époque, j'ai repris un boulot de salarié, mais ça m'a permis surtout de continuer d'investir dans l'immobilier. En tout cas, de me remettre à investir dans l'immobilier en 2017. Parce que là, il y avait une pause du coup entre 2011, c'est ça ? Entre 2013, la création de la SCI et l'acquisition des locaux, qu'on a revendu du coup en 2016.
Quand on a tout planté, on a revendu Mais aussi tu as ça. gardé la SCI. On a gardé la SCI qui était une coquille vide. Pourquoi ? Parce qu'il y avait aussi beaucoup de déficits reportables à utiliser. Ok. Donc, il n'y avait pas de sens comptable à la liquider pour en recréer une autre. Et donc, depuis, évidemment, on a remis des biens dedans. Et en 2017, en fait, donc j'étais redevenu salarié parce que j'étais vraiment pris à la gorge. Je pouvais plus trop. On a des mois où on pouvait plus remplir le frigo, sachant que ma femme bossait avec moi à l'époque. Du coup, elle avait quitté son emploi, on bossait tous ensemble. Et là, je me suis dit, attends, t'es con, les taux ils sont en train de baisser, t'as perdu du temps, t'aurais acheté un appart par an, peut-être qu'aujourd'hui t'en vendrais un ou deux avec la plus-value, tu vois, ça t'aurait peut-être donné un peu une bouffée d'air, quoi. Donc à ce moment-là, ta vision de l'investissement avait changé. Carrément. Et là, je me suis dit, t'as perdu du temps, t'es con. T'es con, t'as perdu du temps, il faut rattraper ce temps perdu. Et donc là, je me suis mis à 400%, je sais pas, des fois je dis 300, des fois je dis 1000, mais vraiment, je me suis mis comme jamais à rechercher des biens, en fait. Des biens que je maîtrisais, c'est-à-dire le truc patrimonial, studio, Hypercentre de Toulouse, etc. Et là, je me suis rendu compte que les prix n'avaient plus rien à voir avec 2010 et 2011. Donc j'avais du mal à acheter. J'ai eu du mal à acheter au début. Et ça, je pense que c'est un problématique quand on est dans l'investissement immobilier, de se dire, quand tu achètes souvent, en fait, dans la durée, il faut arriver à accepter qu'en fait, tous les ans, ça monte. Et que il faut que tu continues à acheter quand même. T'as pas le choix. Même s'il y a des baisses des fois, in fine, quand tu reviens 10 ans après ça, il faut que ça m'augmente. Oui, quoi. complètement. Voilà. Après, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Donc à un moment donné, ça risque à se rééquilibrer. Mais c'est sûr que si on attend, on ne fait jamais rien. Ça risque de se rééquilibrer, c'est vrai, mais ça dépend des villes dans lesquelles on investit toujours. Voilà, nous, on était dans Toulouse, c'est la 4e ville de France, les prix étaient quand même bien moindres que dans d'autres villes type Lyon, qui est pas beaucoup plus gros que Toulouse. Bordeaux, n'en parlons pas, qui est plus petit que Toulouse, avec la gare LGV. Même en termes de croissance, je crois que Toulouse, c'est une des premières villes en termes de croissance. Croissance démographique, ville étudiante, aéronautique, pharmaceutique, avec Pierre Fabre notamment. Il y a plein de sujets quand même hyper intéressants économiquement parlant. C'est une ville qui attire, proche de la frontière, on le sait, quand on est toulousain, on dit toujours on est à 1 heure de tout. Bon, on est à 1 heure de tout sauf de Paris. Enfin, si en avion, mais voilà, c'est un peu la problématique, c'est le transport surtout. Voilà. Donc en fait, on s'est remis à chercher. Enfin, je me suis mis à rechercher. Et là, en fait, c'est passé d'un appartement pour les enfants à développer. Je vais être très honnête, je sais même pas pourquoi je l'ai fait au départ en fait. Je me suis juste dit, t'es con, t'as perdu du temps, donc rattrape cette connerie. Mais je savais même pas ce que je voulais en faire. Pour moi, c'était. En fait, moi, je suis un boulimique et du coup, pas avec la bouffe, mais je suis un boulimique et du coup, je voulais. Si tu veux, je me suis dit, faut acheter. Après, tu verras. Et je me posais pas trop de questions en fait. J'ai acheté et je me suis retrouvé à acheter 11 biens en 12 mois. Donc, justement, on va peut-être y revenir là-dessus tout à l'heure. Ça, c'était quelle année ? C'était 2018 ? Ça, c'était entre mi-2018, mi-2019, parce que je me suis remis à rechercher fin 2017, le temps de trouver, de me réappréhender un peu les prix du marché, etc., parce que je m'étais déconnecté du truc. Je me suis dit, vas-y. Et quand j'ai recompris le marché, tu vois, que j'ai commencé à reprendre toutes les bases, du coup, je me suis dit, ok, on y va. Et c'est là qu'effectivement... Ok. Et du coup, concrètement, je pense à la première question qui me vient à l'esprit et qui sûrement vous vient à l'esprit aussi, vous qui nous écoutez. Comment on achète 11 biens, du coup, en 12 mois, quoi ? Alors, la première chose, c'est que j'étais indépendant, parce que j'étais retourné indépendant après, parce que j'ai toujours là, cette soif de flexibilité et d'indépendance. Et donc là, je me suis dit, c'est bien, il y a un truc qui n'a pas changé en France, c'est que si tu n'as pas de CDI, ça reste quand même compliqué d'investir, et surtout si tu veux investir massivement. Et là, moi, je crois beaucoup, je crois pas au hasard, mais je crois beaucoup, en tout cas, au concours de circonstances. Et donc, du coup, j'ai eu une opportunité, on m'a proposé un poste et que j'ai pas pu refuser, en partie parce que le challenge était sympa, mais aussi parce que je me suis dit ça va me faire un CDI et donc je pourrais aller lever de la dette au niveau des banques. C'était quoi ce poste ? C'était un poste pour prendre la responsabilité d'un pôle e-commerce dans un réseau de magasins franchisés qui s'appelle Iri Jardin. Voilà, j'y suis resté 4 ans et demi, on pourra refaire après la chronologie, mais... donc il y avait un beau challenge de transformation digitale, ce qui me branchait énormément parce que j'avais quand même pas mal d'expertise là-dessus. Et à côté de ça, ça m'offrait un CDI. Donc tu t'es pas trop posé la question de te dire je reste dans l'entrepreneuriat ou je prends le CDI ?
Tu avais quand même une Non. vision assez claire là-dessus et de ce que tu voulais. Je me suis rapidement posé la question de savoir est-ce que le sacrifice de ma liberté valait le coup et de ma flexibilité. Et je me suis dit, ouais, ça vaut le coup de faire ce sacrifice pour investir dans l'immobilier. Et donc, comment j'ai fait pour acheter 11 biens ? 1, j'ai pris un CDI, ça je viens de le dire. 2, avec un salaire qui était correct, mais qui n'était pas non plus phénoménal par rapport aux dernières années. Et puis, surtout, je me suis mis à éplucher à peu près tout le maillage bancaire. Qui détenait qui travaillait avec qui ne travaillait pas avec qui, etc. J'ai fait des dossiers béton, hyper pro. Je me suis vraiment professionnalisé dans l'approche, même si j'étais à l'époque que investisseur particulier, quoi, Oui. hein, voilà, et que j'achetais qu'en nom propre. On achetait avec ma femme en nom propre, en indivision. Pour aller jusqu'au plafond de notre LMNP, qui était quand même assez confortable au final, parce qu'on était tous les deux salariés. Et puis, j'ai cherché, et en fait, je me suis pas pris la tête, j'ai acheté tout ce que j'avais envie d'acheter. Enfin, j'ai fait des offres sur tout ce que j'avais envie d'acheter, et j'ai signé des compromis avec des conditions suspensives de prêt. De toute façon, ça n'engageait quoi qu'au final, que mon image, quoi. Puisque, voilà. Bon, mon image à l'époque, j'avais pas de réseau, j'avais rien. Enfin, tu vois, c'est tout ça, c'est différent maintenant. Je prendrais moins de risques. Et justement, sur les 11 biens du coup que tu as achetés, tu t'es positionné sur combien de biens avant et combien de compromis tu as signés qui sont peut-être pas allés au bout? Tous les compromis sont allés au bout. Ok. Donc j'ai vraiment signé 11 compromis. Alors dans les 11, il y a une résidence principale, parce qu'on en a profité pour déménager. Alors là aussi, parenthèse, à chaque fois que je proposais un projet à ma femme, elle me dit mais t'es fou, ça passera jamais. Bon, à chaque fois c'est passé, on a trouvé des solutions. Cette résidence principale, on l'a découverte. C'est pour ça que des fois il faut un peu d'audace, je pense. On l'a découverte sur les magazines type Logic Imo que vous avez dans les parkings souterrains. Voilà, on regarde. C'est vrai que pour le coup, il n'y a personne qui regarde ces trucs. Alors normalement, il n'y a aucun investisseur qui cherche un bien intéressant, qui regarde là-dedans, parce que souvent déjà, ils sont déjà tous vendus, les biens, le temps qu'on trouve le truc. Et là, en fait, c'était double page sur le bien d'une agence qui s'appelle Espace Atypique, qui fait des biens atypiques, comme son nom l'indique. Et du coup, ma femme me dit, putain, t'as vu ça ? Je lui dis, vas-y, c'est sympa, on va visiter. Et je déteste faire ça, j'aime pas faire perdre du temps aux gens et tout. Je me suis dit, bon, il y en a plein qui le font, on y va. On a visité, et 2 jours après, on avait fait une offre. On avait négocié un peu le bien, mais au final, on a trouvé un accord. Pour la petite anecdote, le vendeur de cette maison est devenu un de mes associés sur une STI avec qui on achète des biens. On vient encore d'en acheter la semaine dernière. Incroyable. Donc voilà, comme quoi, je crois vraiment aux rencontres et aux opportunités. C'est clair. Depuis, on a revendu cette maison d'ailleurs, mais en tout cas, on y a vraiment été très bien. Donc sur les 11 biens, il y avait cette résidence principale. Après, il y avait 10 biens locatifs. La typologie, c'est T2, T1. Voilà, c'était vraiment ça parce qu'on savait faire ça. Ouais. Et petite surface, pour nous, c'était ce qui semblait être le plus rentable possible. Je ne suis pas un grand fan de l'immeuble de rapport, mais on va pouvoir en parler tout à l'heure si vous voulez. Et ce qui est sûr, c'est que j'ai dû quand même, pour répondre à ta question Thibaut, réfléchir pas mal à comment j'allais faire financer tout ça. Ouais. Ah ouais. Parce que tu as dû avoir des projets qui sont en même temps, Ouais, tout simplement. Ouais. Les faire financer en même temps. Peut-être Exactement. 2-3 projets à faire financer en même temps. Peut-être même que ça t'a aidé au final, que ce soit un peu superposé. Et que... Ça m'a aidé, ouais. Il y a un mois, je me suis retrouvé à signer 4 compromis en un mois. Du coup, je me suis dit, bon là, je peux pas tout filer à la banque, parce qu'à la même banque, ça va être compliqué. Donc, je suis allé voir 2 banques. J'en ai filé 2 d'un côté, 2 de l'autre. Après, je suis allé voir, pour le suivi d'après, je suis allé voir une autre banque. Bon, aujourd'hui, je dois avoir 5 banques. Et ça vient de là, en fait. Ça vient de là parce que finalement, il y a des banques avec qui j'ai jamais rien acheté de plus que 3 biens au départ, quoi. Et enfin, je dis 5 banques, je vais même en avoir un peu plus, mais au final, c'est ça qui nous a permis d'acheter, c'est de se multibancariser. C'est un truc que je dis dans mon bouquin d'ailleurs, j'ai un chapitre là-dessus, c'est il faut se multibancariser, on n'a pas le choix, et il faut jouer le jeu avec tous ses partenaires bancaires parce qu'on ne sait pas de qui on aura besoin demain. Et moi, j'avais fait le job, je reviens un peu sur la boucle tout à l'heure, mais j'avais fait le job en reprenant la dette de la liquidation à titre perso, ce qui fait qu'aujourd'hui, cette banque, je peux la citer parce que je les remercie énormément, qui est le CIC, m'a vraiment fait confiance sur le fait que j'étais quelqu'un d'honnête et qu'il pouvait prendre du risque avec moi, et que des entrepreneurs qui assumaient les liquidations comme ça en s'endettant pendant 6 ans derrière plutôt que de faire le mort, tu vois, et l'autruche, il n'y en avait pas beaucoup. Ouais, c'est clair. Et si j'avais pas fait ça, jamais une banque m'aurait prêté.
parce que j'aurais été marqué au fer rouge, hop, Ouais. liquidation, boum, n'a pas remboursé. Ouais, profil hyper voilà. risqué. Exactement. Tu as joué la transparence et ça Ça a a payé. payé. Ça a payé et donc du coup j'ai pu lever comme ça, voilà. C'est important du coup d'avoir quand même une transparence avec ses partenaires bancaires et tout autre partenaire, que ce soit agent immobilier, notaire ou autre, mais vraiment beaucoup plus avec un partenaire bancaire, quoi. Mais carrément. Et puis en fait, la plupart des gens, souvent, ils réfléchissent de manière court-termiste. C'est juste à l'opportunité court terme. Si tu réfléchis comme ça, à moyen long terme, tu te retrouves tout seul. Si tu fais des sacrifices à court terme, à moyen long terme, tu sais que tu vas récolter ces fruits-là. Ça demande juste de la patience, en fait, et d'y croire, c'est tout. Mais si tu fais le contraire, tu te fais griller. Je peux petite dédicace aux artisans d'ailleurs, c'est un peu leur spécialité. Non mais franchement, c'est leur spécialité en fait, complètement. c'est de faire que du one shot. Et je connais très peu d'artisans qui font du moyen long terme, et c'est dommage, tu vois, parce Ouais, c'est que clair. quand la conjoncture va, ils s'en rendent pas compte. Mm. Par contre, quand ça va pas, ça va faire le ménage. Oui, du coup, pour passer à l'échelle, pour enchaîner, il y a une partie où tu t'es professionnalisé déjà sur l'approche, on va dire, je suppose, en termes de recherche de biens, visite, etc. Tu as un peu standardisé aussi ton dossier de financement. Et ensuite, ça a été l'étape du financement, ça s'est passé comment finalement? Si j'ai un conseil à donner sur l'étape du financement, c'est défendez votre dossier vous-même. Je vais pas me faire couper avec les courtiers, mais honnêtement, je suis pas très fan des courtiers parce que si vous mettez. Alors, il faut être à l'aise aussi. Voilà, il faut être à l'aise Ouais. avec le sujet, etc. Voilà, moi, je sais que par exemple, ma femme, elle me dit moi, je veux pas faire le rendez-vous bancaire avec toi parce qu'en fait, d'un bien à l'autre, je me perds, je confonds tout et tout. J'ai peur de faire une connerie ou de dire un truc qui. Voilà. Ce qui est sûr, c'est que il faut bien connaître son sujet et montrer qu'en fait, on est serein sur le truc. Si on commence à y aller en boitant, en disant oui, mais s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me financer parce que je suis un peu en galère, le banquier, il est pas très rassuré, quoi, lui-même déjà. C'est Alors clair. que si on est hyper sûr de soi sur le projet, je pense que déjà ça rassure la banque parce que souvent l'interlocuteur bancaire qu'on a, en fait, il pipe absolument rien au sujet. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est hallucinant, mais c'est comme ça parce que ce qu'il faut savoir, c'est que un conseiller bancaire, il est. En fait, une banque, c'est du commerce. Donc, en fait, elles ont des trucs à vendre. Et un conseiller bancaire, s'il ne trouve pas d'intérêt business autre que vous faire un prêt à 1,2% d'intérêt, c'est-à-dire absolument rien par rapport aux années qu'ils ont pu vivre avant quand ils prêtaient à 5, 6, 7% et qui vont certainement vivre bientôt. Surtout qu'ils gagnent pas d'argent en faisant un prêt aujourd'hui. Ouais, Bon. très peu. Alors, à 4%, ils gagnent un peu d'argent, mais à 1,5%, franchement, enfin, ils gagnent pas grand-chose. C'est tout ce qui va à côté. Donc, montrez aussi que vous devez jouer le jeu et surtout arriver préparé. Moi, je dis, peu importe la manière dont vous vous préparez, parce qu'on a tous nos particularités et nos spécificités, mais arriver préparé, pour moi, c'est le nerf de la guerre, quoi. Voilà. Mais ça va dans le fait de se professionnaliser. Très clairement, très clairement. C'est ça. L'immobilier, ça reste du business en fait, hein. Je veux dire, quand on parle de rendement, rendement, c'est un business, quoi. Je veux dire, on a un résultat à la fin de l'année, on a des impôts à payer, on a des trucs, même à titre particulier finalement. Ouais, on en a parlé, c'est vrai, on en a parlé dans l'épisode précédent avec Jory, justement. On disait que l'IMO, on a tendance à l'oublier parce que c'est passé sous le côté un peu investissement du particulier, mais en fait, c'est vraiment de l'entrepreneuriat. C'est une forme d'entrepreneuriat aussi, quoi. Donc, Carrément. Après, il y a des gens, évidemment, ils achètent une résidence secondaire, un truc, ou un appart pour leur retraite. Bon, c'est différent, c'est une approche différent, ouais. différente. Mais je pense que ceux qui nous écoutent sur ce podcast, c'est plus des gens qui ont envie de scaler un peu avec l'immobilier, de ne pas s'arrêter à un bien, etc. Là, il faut se professionnaliser, au moins dans la tête, déjà. Même si sur le papier, on n'est pas pro, dans la tête, il faut l'être. Du coup, 11 biens, donc au moins 11 demandes de financement. Ouais. Est-ce que tu as eu des refus sur cette période-là ou Non. est-ce que tout s'est enchaîné? Non. Non. Incroyable. J'ai eu un refus de financement dans ma vie, c'était il y a 3 semaines. Voilà. Pour une opération d'investissement locatif? Pour une opération de 3 lots, dont 2 locaux commerciaux dans un même immeuble, pour y mettre mes propres business qui sont dans le monde de l'immobilier. Donc en fait, ça faisait triple risque. 1, j'étais bailleur. 2, j'étais locataire. Et 3, la conjoncture fait que le business de l'immobilier est pas très, en tout cas, n'était pas bien vu par les banques en ce moment, vu que la hausse des taux pénalise quand même pas mal les transactions, quoi. Voilà. Donc
Bon, c'était la parenthèse sur le refus. Ouais. Voilà. Et du Donc coup, j'ai pas acheté les locaux parce qu'en fait ça m'a un peu frustré et du coup je me suis dit peut-être que après tout ils ont raison et que je vais les écouter pour une fois et je vais pas prendre de risques outre mesure et au final ça m'a permis de revoir mon modèle économique finalement et j'avais pas besoin de ces locaux donc voilà. Ouais, donc au c'est final, vraiment bien ouais. de prendre du recul comme ça et de se remettre en question. Non, mais de prendre du recul sur le business et dire bon, là, j'ai peut-être un refus. Comment je pourrais le travailler différemment ou qu'est-ce que je pourrais améliorer ou voir plus long terme que juste prendre un refus et. Exactement. Moi ça m'a vraiment fait évoluer en fait, tu vois. Alors que si j'avais acheté ça, peut-être qu'au final c'était pas une si bonne décision que ça, tu vois. Encore une fois, je pense qu'il n'y a pas de hasard. Quand les trucs arrivent, faut réfléchir, enfin, faut prendre un peu de recul, comme tu dis, et réfléchir pourquoi ça arrive. Et je dis une connerie, j'ai eu un deuxième refus il y a 3 ou 4 ans, 2019 peut-être. Euh, on a quand même acheté le bien. Mais en fait, c'est parce qu'à un moment, avec ma femme, on s'est dit, et si plutôt que d'acheter tout à deux, on achetait un coup toi, un coup moi. Parce qu'en cas de problématique de séparation, etc., ça nous facilitera quand même la vie. Et il faut toujours penser aussi à l'après, quoi, tu vois. Et s'il doit y avoir un après. Et là, en fait, la banque, très clairement, m'a dit non. Pourquoi? Parce que si vous achetez tout seul, je vais prendre que vos revenus, mais je vais prendre 100% des charges du foyer. Parce que si demain, votre femme, par exemple, elle perd son emploi, vous serez quand même obligé de remplir le frigo à sa place, quoi. Donc, et c'est vrai, en fait. Que toi, tu dois, en tant que père de famille ou mère de famille, tu dois assumer le train de vie de la famille. Voilà. Quoi qu'il se passe, par ton conjoint. Et donc là, voilà. Donc finalement, on a acheté à deux, mais on a acheté quand même. Ouais. Enfin, voilà, c'était un refus juste parce que j'ai essayé d'acheter tout seul au lieu d'acheter à deux. Ça nous Ouais. a pas empêché quand même des fois d'acheter tout seul aussi avec ma femme. Donc on a des biens, elle a des biens toute seule, j'ai des biens tout seul, on a des biens en division, et puis après on a en société. Mais Juste pour finir sur un dernier point sur le financement. Du coup, tu as investi, enfin, tu as acheté tout en nom propre ou tu as acheté via des sociétés, des SCI. on a acheté beaucoup en nom propre sur ça. Alors sur ces 11 biens-là, parce Oui. qu'on en a acheté d'autres depuis, hein, mais sur ces 11 biens, 11 premiers biens de la deuxième phase, on va dire, d'investissement de ma vie, beaucoup en nom propre. Ok. On a dû, ouais, non, beaucoup, quasiment tous en nom propre, ceux-là. et vous avez pas eu de problématique d'endettement du coup? Bah, oui, on a eu des problématiques d'endettement, mais à l'époque, déjà, on avait un calcul différé. Oui, c'est Donc, vrai que ça. voilà, pour ceux qui ne le savent pas, le calcul différé, ça permettait d'isoler chaque investissement de manière totalement indépendante et donc de calculer un endettement qui est extrêmement favorable pour les investisseurs, pour le coup. Beaucoup plus d'ailleurs que pour les gens qui n'ont qu'une seule résidence principale. Et au final, on se retrouvait avec un taux d'endettement plus faible que si on était Ouais, tu pouvais limite te qu'on avait qu'une désendetter. résidence. Ouais, non, Ouais. mais c'était ça le calcul, hein, ce qui était fou quand même. Donc nous, on a pu faire ça, on a pu faire évidemment du 110% à des taux au ras des pâquerettes sans apport sur certains biens. Aujourd'hui, c'est des choses qu'on fait plus parce qu'en fait, on a un patrimoine trop conséquent, on a trop de dettes aussi, on a trop D'encours, voilà, ouais. trop d'encours. Et donc, du coup, au bout d'un moment, il faut être réaliste. Si vous ne mettez pas d'apport, vous ne pouvez pas dire à la banque prenez 110% du risque à ma place, quoi, à chaque fois. Oui. Voilà. En tout cas, incroyable sur cette accélération que tu as pris Ouais, sur l'investissement IMO, parce que tu les as vraiment enchaînés quand même. Il faut avoir le mental aussi pour les enchaîner. Et du coup, comment tu fais maintenant pour gérer tous ces biens? Alors, comment je fais pour gérer tous ces biens Je sais pas comment je fais, mais on y arrive. Je vais avoir du mal à te répondre parce que Tu délègues une partie, tu fais toi-même, on délègue évidemment la location courte durée. Donc la location courte durée, actuellement, on en a 6 qui tournent en location courte durée. Un au Portugal et 5 à Toulouse. C'est délégué 100% en conciergerie. Alors, le modèle de la conciergerie, évidemment, pour les investisseurs qui cherchent du cash flow, c'est pas l'idéal. Nous, on cherche pas à faire du cash flow parce qu'encore une fois, on compte pas sur ça pour vivre. Mais on préfère déléguer et ne pas avoir de charge mentale. Donc déjà, tu vois, tu en isoles 6, tu n'as pas de charge mentale. Tu t'en occupes pas. Après, les autres qu'on a en location longue durée, parce que le reste, c'est que de la location longue durée, il y a des garages aussi, mais bon, ça, les garages, c'est hyper simple, quoi. Oui. Voilà, c'est Oui. pas très compliqué. Mais sinon, la location longue durée, on gère en direct. Au final, ça ne nous bouffe pas tant de temps que ça, quoi. Voilà. Ouais. T'as combien de lots aujourd'hui, juste pour qu'on se On fasse en a une trentaine. Ok. Une trentaine, ouais. Alors, c'est intéressant que tu dises combien de lots, parce que souvent, j'entends les investisseurs parler en nombre de lots. Alors, avant d'acheter une formation, un mec qui vous parle en nombre de lots, regardez quand même c'est quoi les lots qu'il a. Oui.
Est-ce que On est bien c'est des d'accord. lots de parking? Est-ce que c'est des apparts qui valent 300 000 chacun ou est-ce qu'ils valent 30 000 chacun, quoi? Voilà. Oui, et puis on a vite fait d'acheter un immeuble avec des apparts dans dans une ville où le foncier est très peu cher et Voilà. ça fait vite des lots, quoi. C'est vrai que nous, les T2 qu'on a à Toulouse, ils valent 250 à 300 000 quoi, chacun, donc ça va vite en fait Oui. en termes de valeur. En termes de patrimoine, ouais. Et c'est pour ça qu'on peut faire la transition sur l'enrichissement latent, Exactement. qui est du coup le nerf de la guerre, nous, de notre constitution de patrimoine. Alors, est-ce que tu peux expliquer pour ceux qui nous écoutent qu'est-ce que c'est l'enrichissement latent, du coup? L'enrichissement latent, je vous invite à écouter le réel que vous aviez fait sur la page de Sans Cravate, qui était très intéressant. Non, mais en fait, l'enrichissement latent, grosso modo, c'est un calcul d'enrichissement qui va à l'opposé du calcul du cash flow. Donc d'un côté, vous avez l'école du cash flow qui est je regarde ma mensualité de crédit, mes charges, j'additionne tout ça. En face, je prends mes loyers, le différentiel est positif, ça me fait un cash flow positif. Et donc, c'est de la trésorerie qui rentre net avant impôt tous les mois, s'il doit y avoir une imposition. Et l'école de l'enrichissement latent, donc il y a un concept que pareil que je décris sur mon bouquin. Là, vous intégrez ce cash flow dans votre calcul, mais même s'il est négatif, le fait de réintégrer le capital que vous remboursez chaque mois, donc pas les intérêts, mais le capital que vous remboursez chaque mois sur votre crédit, plus une plus-value latente à terme que vous divisez par le nombre d'années, par exemple si on prend à 10 ans, vous divisez par 10 puis par 12, ça vous fait un enrichissement mensuel latent qui est dû à la plus-value à la revente à 10 ans par exemple. Donc, vous pouvez le faire à 5 ans, à 10 ans, à 8 ans, ce que vous voulez. Nous, on le calcule souvent sur 10 ans parce que d'expérience et des clients qu'on accompagne aussi, l'arbitrage se fait souvent entre 8 et 10 ans dans notre patrimoine. Pourquoi? Parce que si on est en LMNP ou en SCI à l'IS, on a souvent quand même un intérêt à arbitrer assez tôt pour aller lisser une fiscalité sur un parc immobilier. Ça, c'est la première chose. Et deux, parce qu'on a envie de faire tourner aussi des fois, parce qu'au bout d'un moment, quand on détient 8-10 ans, ça commence à faire long quand on a envie de créer autre chose. Récupérer des liquidités. Et récupérer des liquidités pour aller scaler. Ça, je l'avais expliqué d'ailleurs dans un podcast qui est intéressant aussi. C'est effectivement, si vous empruntez sur 20 ans, par exemple, au bout de 10 ans, vous avez grosso modo remboursé la moitié. Alors, c'est pas vrai, parce que vous remboursez plus d'intérêt au départ, mais vous avez remboursé peut-être 45% du prêt. Donc, ça veut dire que vous récupérez quand même la moitié de la valeur du bien. Le bien ayant augmenté normalement les prix de la valeur si vous avez investi dans une bonne géographie, ça veut dire que grosso modo, cette moitié, elle est bonne. Donc, vous avez acheté 100 000, vous récupérez 50 000. Ces 50 000-là, vous les utilisez en je sais pas moi, 5 apports de 10 000 pour aller lever à chaque fois 100 000. Donc, vous relevez 500 000 euros. Et de 50 000 euros, vous passez à une création de patrimoine de 500 000 euros brut. Et vous refaites ça, tac, tac, tac. Mais ça, il faut le faire sur plusieurs biens en même temps pour que ça ait du sens. Voilà. Ouais. Donc ça, c'est intéressant et c'est ce qui démontre l'enrichissement latent. Et en fait, si vous réintégrez tout ça de manière mensuelle, nous, on a des tableaux comparatifs, par exemple, qu'on présente à nos clients qu'on accompagne et qui viennent avec des idées reçues sur le cash flow. Typiquement, un client qui vient, qui me dit je veux acheter un immeuble à 200 km de Toulouse et je veux que ça fasse 12% de rendement brut. Évidemment que s'il est là fond là-dessus, on va lui trouver, mais on l'avertit quand même sur le fait qu'à côté de ça, on peut aussi lui trouver quelque chose qui est beaucoup plus patrimonial dans l'esprit et qui sera plus liquide à la revente aussi. Il y aura moins de cassos à mettre à l'intérieur aussi, parce que plus vous vous éloignez des grandes villes, plus vous avez des cassos. On l'a tous vécu. Moi aussi, j'ai des biens en dehors des grandes villes, évidemment. Donc je parle en connaissance de cause. Et en fait, quand on met tout ça et qu'on réinjecte l'enrichissement latent à 10 ans, on voit que celui qui a le rendement brut le plus élevé n'est pas forcément celui qui, à la fin, rapporte le plus d'argent au bout de 10 ans. Clairement, en fait, nous, on aime bien dire aussi, parce qu'on a pareil, on a souvent des gens qui viennent nous voir en nous parlant exclusivement de cash flow. C'est souvent le premier paramètre qui les intéresse. Et ouais, on dit souvent qu'en fait, un investissement, il se prend en compte sur sa globalité, enfin, sur tout le temps que vous allez détenir le bien. Donc c'est de l'achat jusqu'à la vente et avec tous les flux intermédiaires qu'il y aura eu, que ce soit d'entrée ou de sortie, quoi. En fait, ça n'a pas vraiment de sens de comparer un cash flow qui est une vision un peu court-termiste de l'investissement avec justement l'enrichissement que vous aurez eu grâce à l'effet de levier, quoi. Pour les matheux, ça s'appelle le TRI, c'est le taux de rendement interne, et c'est le seul aujourd'hui indicateur qui permet de qualifier un investissement par rapport à un autre. Et d'ailleurs, même si cet investissement, c'est pas de l'IMO, mais si vous voulez comparer deux investissements
qui sont totalement différents. Il n'y a que le théorique qui permet de le faire, parce que comme dit Thibaut, ça réinjecte tous les flux dans le calcul. Le problème, c'est que c'est tellement compliqué pour un particulier sans outil de le calculer, qu'en fait, les gens font juste une division entre j'ai tant de loyer sur tant de sur tant de frais d'achat, et donc je calcule un rendement qui n'est pas une rentabilité, parce que pour le coup, ça n'inclut pas tous ces flux, les plus-values, etc. C'est juste un rendement brut. Voilà. Et même si vous calculez un rendement net, après charge, net après impôt, etc., ça reste un rendement et pas une rentabilité. Voilà. Et moi, des fois, il y a des gens qui me posent la question, mais est-ce que c'est rentable ce truc? Mais je dis, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est rentable ce truc? Ça veut rien dire. Tu vois, oui, il y a du rendement, non, il n'y a pas de rendement. Est-ce que c'est rentable? Je sais pas, il faut qu'on se pose un peu, tu vois, et voir. Et puis, est-ce que c'est surtout rentable par rapport à tes objectifs et ton horizon d'investissement? Et ça me fait poser une question. Est-ce que toi, dans tes biens, même si tu as une stratégie du coup qui est très tournée patrimoniale, est-ce que tu arrives quand même à équilibrer tes achats, dans le sens où tu arrives au moins à faire des opérations blanches, ou est-ce que tu fais un petit effort d'épargne sur tes biens généralement? Alors sur les premiers, on l'a eu fait, parce qu'effectivement, quand tu investis en centre-ville d'une grande ville, forcément, tu fais un petit peu d'effort. Ce qui n'était pas forcément le cas d'ailleurs sur les tout premiers, parce qu'on a payé les studios moins de 80 000 € à l'époque. Donc forcément, alors même si on avait 3% de taux d'intérêt, ou même peut-être 4, la maison, on avait 5% quand on a acheté ça, je m'en rappelle très bien, en 2008. Mais en 2010, on devait être à 3,5, un truc comme ça, ou 4%. Alors c'est sûr, ça fait des grosses mensualités. Mais bon, à l'époque, franchement, je faisais pas les travaux que je faisais aujourd'hui aussi. Donc franchement, j'ai rien mis dans le bien. Dès qu'il y avait un truc à faire, ça me faisait chier. Je le faisais pas. Ou tu vois, d'ailleurs, Sabrina, mon épouse, a fait beaucoup plus de trucs dans les premiers apparts que moi, alors qu'aujourd'hui, c'est plutôt le contraire. Mais maintenant, je supporterais pas, tu vois, louer des appartements dans le même état que ceux que j'avais achetés en 2010 ou 2011, que j'ai revendus depuis d'ailleurs. Mais ce qui est sûr, c'est que au bout d'un moment, on s'est retrouvé un peu bloqué. Pas bloqué par rapport à la capacité d'emprunt, parce qu'en fait, ça peut toujours se travailler. Alors, j'écrirai jamais à quelqu'un comment faire, et je donne quelques indications dans mon bouquin, et c'est juste du partage d'expérience, mais je vais pas conseiller des trucs, tous les trucs ici non plus. Mais en tout cas, il y a des trucs à faire pour trouver du financement, ça, c'est pas un souci. Le truc, c'est après, il faut l'assumer tous les mois en termes de trésor et tout. Donc, si vous avez trop de capacité, trop de taux d'effort à faire chaque mois, d'efforts d'épargne, ça peut être problématique. Ouais. D'ailleurs, les banquiers regardent aussi ce qu'on appelle le reste à vivre. Donc, je suppose que c'est ça qui peut-être bloque au bout d'un moment si tu as trop d'efforts. Ça peut bloquer aussi, mais surtout, toi-même, ça te bloque au bout d'un moment. Si tu dois rajouter 100 balles par bien et que tu en as 15, au bout d'un moment, c'est 1500 par mois. Et puis voilà, tu vois, donc c'est clair. Ça sort. Et puis, si tu as une façade qui tombe sur une copro, PIM, tu dois repayer, etc. Pour ça, nous, au bout d'un moment, quand on s'est retrouvé bloqué, on est allé dans des villes un peu plus périphériques, où là, on a trouvé du coup des biens avec des rendements bruts pour comparer, par exemple, entre 10 et 12%, mais avec un TRI encore plus fort. Pourquoi? Parce que c'était des villes avec un bon potentiel. C'est-à-dire qu'on n'est pas allé chercher qu'un rendement, on est allé chercher aussi des villes en lesquelles on croyait, et on croyait en la dynamique économique dans les 10-15 ans à venir. Voilà. Et ça, c'est important aussi, et dans lesquelles on pouvait apporter une valeur, et surtout dans lesquelles, et ça c'est hyper important, la valeur de marché était suffisamment haute pour que quand tu fasses des travaux, tu t'y retrouves et que tu ne sois pas hors du marché. Ça, c'est l'erreur souvent des gens qui achètent dans des villes pas chères. Dès qu'ils mettent 1000 € du mètre carré parce qu'ils délèguent tous les travaux, etc., et que les artisans aujourd'hui se gavent quand même pas mal, et ils ont raison tant qu'il y a des clients. Enfin, je veux dire, c'est du business après. Tu peux te retrouver déconnecté du marché et ne plus pouvoir revendre à moins de vendre à perte. Ouais, c'est clair. Il faut faire très attention à ça. Regardez toujours les prix moyens du marché et faites en sorte que le prix au mètre carré de l'achat plus de vos travaux corresponde au moins au prix moyen du marché, quoi. Ouais, le coût global de l'opération. Ouais, c'est ça. Mais merci pour toutes ces infos. Je t'en prie. J'avais une petite question avec toute l'expérience que tu as, tous les biens que tu as achetés. Quelle est la plus grosse erreur que tu as eue, ou la plus grosse galère en tout cas, que tu as eu à gérer? Je sais pas si c'est une erreur, mais en tout cas, c'est un regret. Mon plus grand regret, mais je crois que vous l'aurez compris avec un peu mon histoire, c'est de pas l'avoir fait. Alors, suffisamment tôt, je l'ai fait tôt, parce que commencer à 22 ans, la RP, 25 ans, les premiers biens IMO et tout, surtout à l'époque où, bon, sur Internet, ça fleurit. Enfin, il n'y avait pas autant d'animation autour de l'investissement immobilier. Et puis moi, d'ailleurs, moi qui étais dans le monde du web et tout ça, j'ai complètement loupé cette coche en fait, parce que mon livre, j'aurais dû l'écrire peut-être avant, ou tu vois, faire des trucs. Bon, bref, j'aurais peut-être eu une autre vie, mais
En tout cas, je pense que le plus grand regret, c'est pas. Donc, c'est de commencer. Il faut commencer tôt, ça c'est certain. Donc voilà, moi je regrette pas d'avoir commencé tôt. Par contre, ce que je regrette, c'est d'avoir arrêté pendant quelques années. Voilà. Ça, quelle que soit votre situation, que vous soyez entrepreneur, que vous soyez salarié, que vous soyez marié, pas marié, peu importe, avancez quoi. Avancez, montez du patrimoine, montez du patrimoine. Je reprends toujours une phrase il y a des phrases comme ça, quand vous rencontrez des gens, ça vous marque à vie. Moi, c'est une phrase de mon comptable qui est le même depuis que j'ai démarré, depuis que j'ai eu mon premier business, parce que j'en ai pas parlé, mais même quand j'étais salarié en 2009, j'étais associé dans un business e-commerce, mais j'étais pas majoritaire. Mais du coup, ça a été déjà mon comptable. Si à 40 ans, vous n'avez pas au moins 1 million d'euros d'encours à la banque, c'est que vous avez raté un truc, quoi. Voilà. Il faut qu'à 40 balais, vous arriviez à 40 balais avec 1 million de dettes à la banque. Voilà. Si vous arrivez avec 1 million de dettes, peu importe qu'elles soient fraîches ou qu'elles soient déjà en partie remboursées, il faut que vous ayez encore 1 million de capital restant dû à la banque à 40 ans. Si vous avez ça, franchement, vous pouvez être sûr qu'à 50, 55 ans, quelle que soit la maturité de cet encours à 40 ans, vous devriez pouvoir avoir le confort quand même de pouvoir faire des choix en fonction de vos habitudes de vie. Parce que finalement, il y a des gens qui aiment, qui ont envie de. En fait, moi, je sais même pas pourquoi je le fais. Honnêtement, je sais même pas pourquoi je le fais. Il y a des gens, ils savent très bien parce qu'ils veulent arrêter de bosser. Moi, je veux pas arrêter de bosser. Je suis un boulimique, un bourreau de travail. J'adore bosser, j'adore ce que je fais. Pour moi, il n'y a pas assez d'heures dans les journées, tu vois. Donc, c'est pas mon kiff de me dire j'arrête de bosser C'est pas ton et je vais pourquoi, voyager toute la journée. C'est bien quand tu voyages, mais le problème, c'est que tu es le seul à faire ça, en fait. Oui. Dans ton entourage, tu vois, au bout d'un moment, tu te retrouves tout seul, quoi. Donc, moi, j'aime bien créer des choses, ça c'est certain. Ce que je veux, c'est ne pas me poser de questions. Voilà. Et si demain, je dois avoir des choix à faire, pouvoir les faire sans avoir une contrainte. C'est tout. Voilà. Donc, et normalement, si vous avez ce million d'encours, vous pourrez faire les choix que vous avez envie de faire, quoi. Voilà. Sans se poser trop de questions. Sans se poser trop de questions, notamment financières, parce qu'en fait, c'est le nerf de la guerre. Pourquoi la plupart des gens vont bosser en France tous les jours? C'est juste pour remplir le frigo. C'est clair. Et est-ce que c'est ça un épanouissement personnel? Quand vous prenez la pyramide de Maslow, pour ceux qui ont fait un peu d'études, ben, en fait, franchement, l'épanouissement, c'est le Graal, quoi. Enfin, je veux dire, il faut avant tout faire les choses pour la réalisation de soi aussi. Et je suis pas psy, mais franchement, je trouve que voilà, j'aime bien un peu tout ce qui est mindset aussi. Et je pense que c'est important de faire des choses parce que ça vous épanouit, au-delà du fait que ça vous enrichit financièrement parlant. Voilà. Non, c'est clair. Et puis je pense que à partir d'une certaine mesure, que ce soit dans l'investissement IMO ou dans n'importe quel domaine, pour atteindre un certain niveau, dans tous les cas, il faut que ça vous plaise à vous et que ça vous permette de vous épanouir. Parce que je pense que tu fais pas, t'achètes pas 11 biens en un an si jamais tu y vas reculons. Et... Oui, c'était pas passionné. Ouais, c'est ça. Exactement. Et il faut être convaincu. Alors, un entrepreneur et donc un investisseur, c'est la même. Ça doute tout le temps. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il faut juste, des fois, se mettre des boules qui yes, pas écouter ce qu'on entend à côté. Alors les médias, il faut surtout pas les écouter, c'est certain, mais bon, ça, c'est pas que pour l'investissement ou l'entrepreneuriat. Mais, ou alors écouter des bons médias, des podcasts, des trucs comme ça, des trucs voilà, où vous avez des gens qui vous partagent des expériences, c'est intéressant. Mais surtout, n'écoutez pas vos proches, ce qu'on vous dit à côté, tout ce qui peut être démotivant. Et entourez-vous de gens qui vous tirent vers le haut. Et ça, pour moi, ça fait gagner des années, quoi, des années d'expérience, etc. C'est ce que vous faites avec le podcast en partageant les expériences des gens. C'est ce que je fais avec mon podcast en partageant aussi celles d'autres entrepreneurs ou investisseurs. Et je pense que c'est comme ça qu'on apprend beaucoup plus vite. Voilà. Ouais, c'est clair. D'ailleurs, on n'en a pas parlé parce qu'on a fait un petit point sur ton parcours. On a vu comment tu es arrivé dans l'IMO, etc. T'as un podcast aussi aujourd'hui. Ça fait combien de temps maintenant? Ça fait. Le podcast date de début. Je l'ai lancé en mars 2022. Je l'ai lancé en mars 2022. J'avais envie de partager comme vous, en fait. Voilà. Enfin, j'avais envie d'apprendre, en fait. On continue d'apprendre parce qu'on apprend tous les jours. Tous les jours, on apprend des nouveaux trucs. Et j'avais envie de partager ça avec le plus grand nombre parce que j'adore partager. J'adore. Voilà, je suis un passionné et en fait, je pourrais parler des heures d'un sujet. Et donc, je me suis dit, parler des heures d'un sujet, c'est bien. Mais c'est encore mieux si ça crée de la valeur si ça me crée de la valeur à moi-même et ça crée de la valeur aussi aux gens. Donc j'ai créé ce podcast qui s'appelle Money Tree. Donc Money Tree, c'est l'arbre de la fortune, l'arbre de l'argent, appelez-le comme vous voulez. Et on y parle d'investissement au sens large, beaucoup d'IMO, ça c'est sûr, parce que c'est quand même là où
c'est ce qui m'anime un peu plus, et puis ma communauté aussi. Mais ouais, voilà. Alors, je m'y suis vraiment mis en septembre, à vrai dire, en 2022. J'ai un peu branlé sur toute la première partie de l'année 2022. Mais là, voilà, je fais un épisode par semaine avec un invité et un épisode solo par semaine aussi le dimanche. Donc, un épisode le mercredi, un épisode le dimanche. C'est du rythme, vous allez voir que c'est beaucoup de taf. Ouais, c'est clair. Voilà, ça me prend quand même pas mal de temps, mais je m'éclate à faire ça, vraiment. Et je m'éclate aussi à être là avec vous parce que, en fait, voilà, je trouve que c'est aujourd'hui le meilleur média pour vraiment apprendre des autres. Je suis d'accord, mais surtout, tu sais, c'est un des seuls formats qui permet aussi d'aller un petit peu en profondeur dans les discussions. Parce que mine de rien, sur les réseaux, ça reste des formats très courts. Donc, t'as pas le temps d'aller en profondeur dans les choses, ni dans les échanges avec les gens. Et là, c'est vrai que ce genre de format où on a le temps de parler, d'échanger, ça change, quoi. C'est vrai, et en plus, si tu fais ça, YouTube pourrait être un bon vecteur. Le problème, c'est que, bon, YouTube, il y a aussi beaucoup de détracteurs. Donc, en fait, le moins de trucs que tu postes, tu peux te faire démonter parce qu'il y a des gens. Voilà. Je trouve que les auditeurs d'un podcast sont beaucoup plus qualitatifs. Et surtout, ils peuvent écouter un épisode qui est très long, peut-être en plusieurs fois. Alors que sur YouTube, c'est rare que tu reviennes sur vidéo. C'est vrai. Pourquoi ? Parce que tu es absolument pollué par tellement d'autres trucs que tu te disperses trop vite sur YouTube. Alors que là, tu as tes abonnements, tes trucs, tu as ton appli de podcast, Apple Podcast, Spotify, ce que tu veux. Ouais, et puis surtout, tu peux le faire pendant que tu fais autre chose. Enfin, moi, je sais que par exemple, quand je suis sur la route, je mets un podcast et ça me fait le trajet et c'est très bien, quoi. Bien sûr, pour les gens qui courent, c'est très bien. Pour les gens qui font du vélo, attention parce que c'est interdit. Mais pour les gens qui courent, c'est très bien. Je sais pas, moi, tu te balades, comme tu dis, tu vas marcher dans la nature. Tu fais la vaisselle. Tu fais la vaisselle, pour ceux qui n'ont pas de lave-vaisselle. Mais même si tu mets ton lave-vaisselle, pour pas entendre la vaisselle tourner, tu peux mettre le podcast. Non, mais il y a plein de raisons d'écouter des podcasts. Il y a plein de sujets. Si vous voulez écouter des podcasts sur l'IMO, il y en a plein de sympas. Mais avant tout, écoutez celui de Sans Cravate et le mien, ce serait cool. Voilà. Mais non, mais en tout cas, je vous souhaite en tout cas plein de bonnes choses pour ce podcast. Ça, c'est... Merci beaucoup. Merci beaucoup. En tout cas, nous, on vous conseille aussi personnellement d'aller écouter le podcast de Julien, du coup, Money Tree. Comme je disais, ça parle investissement, IMO, mais pas que. Et surtout, il a des invités vraiment intéressants et des discussions très, très pointues. Donc, on vous conseille d'aller écouter ça. Du coup, je vais renchaîner sur 2 dernières questions. Ouais. Maintenant, qu'est-ce que tu fais comme activité ? Parce qu'on n'en a pas évoqué. Qu'est-ce que je fais ? Donc aujourd'hui, donc comme je le disais, moi j'ai toujours oscillé entre salariat et l'entrepreneuriat. Bon, j'étais au comité de direction de boîte dernièrement. J'ai fait un passage éclair dans une boîte bien connue dans l'immobilier, à la direction digitale aussi, au comité de direction. Je ne suis pas resté très longtemps parce que je n'étais pas du tout en phase avec la façon de faire. Et voilà, bon. Après, c'est beaucoup d'humains là-dedans. Donc en fait, soit on s'entend bien, soit on s'entend pas bien, soit on est en phase ou pas. Donc je me suis dit pourquoi pas me consacrer à 100% sur les activités que je faisais déjà en annexe, à savoir marchand de biens. Ce sont des opérations que je faisais déjà en étant salarié. Et puis l'accompagnement des investisseurs, parce que finalement, malgré moi, l'expérience que j'ai acquise a attiré quand même pas mal de personnes qui m'ont demandé de les accompagner parce qu'ils avaient soit pas le temps, soit pas la connaissance, soit juste besoin d'un coup de pied au cul. C'est aussi, non mais c'est vrai, mais il y a des gens qui sont prêts à payer pour ça aussi, hein, donc pour se faire mettre des coups de pied au cul, mais évidemment virtuellement. Bon après on peut en mettre aussi comme ça, mais voilà. Ça dépend des tempéraments. Donc en fait aujourd'hui, concrètement, je fais des activités de marchand de biens, donc en particulier des opérations de revente à la découpe sur des immeubles en monopropriété. Donc on achète des immeubles en monopropriété, on les découpe. C'est ta spécialité, entre guillemets ? Ouais, c'est plutôt ça qu'on sait faire. Même si là, je suis en train de faire un projet sur la division foncière aussi, avec, en isolant un terrain avec une maison, puis en détachant d'autres terrains. Bon, pareil, là, je m'associe avec une personne qui maîtrise déjà le sujet, ça me fait monter en compétence, parce que c'est pas mon univers à la base. Moi, par contre, voilà, et puis à contrario, demain, avec cette personne-là, on peut aussi faire le contraire, c'est-à-dire moi, je vais la faire monter en compétence sur la division d'immeubles, la revente de plateaux à rénover, ou la revente d'appartements clés en main, voilà. Donc ça, c'est ce qu'on fait sur la partie marchand. Tu vois, sur l'année 2021, parce que je n'ai pas le bilan encore, là, 2022, mais sur l'année 2021, on a fait 1 million sur cette activité-là.
2022, ça sera peut-être un peu plus calme parce qu'on a fait moins de sorties. Parce que le problème des boîtes de marchands, c'est que si tu fais pas 5-6 projets par an, du coup, il y a des années où tu achètes plus que tu vends, quoi. Oui, c'est clair. Donc tu as plus de stock que de chiffres. Voilà, on a fait ça. Après, qu'est-ce qu'on fait? On a monté un groupe qui s'appelle Artae Immobilier. À la base, c'était une agence immobilière. Je voulais franchiser un nouveau concept d'agence immobilière. Je trouvais très, très difficile de se différencier sur le sujet. Et à côté de ça, j'avais Artae Investissement, qui était donc une structure qui accompagnait les investisseurs à investir en région toulousaine. Voilà. J'ai fusionné les deux. Pourquoi? Pour ne faire qu'une seule agence à destination des investisseurs exclusivement, et donc d'avoir un discours assez marqué. Alors c'est peut-être mes relents marketing qui m'ont poussé à tout ça, mais c'est beaucoup plus facile à vendre aujourd'hui à quelqu'un de dire on est légitime sur le sujet de l'investissement, on vous accompagnera pas trop sur votre résidence principale, donc allez voir un confrère. Par contre, sur l'investissement, si vous allez voir un confrère, vous faites une erreur, quoi. Voilà, donc c'est un peu ça qu'on veut mettre en avant aujourd'hui. Quand je dis confrère, c'est Orpi, Century, Oui. voilà, je peux pas leur faire de la pub, mais vous avez tous croisé des agents de ces réseaux-là ou des mandataires immobiliers type Safety, IAD, BSK, etc. Et vous avez tous aussi pu constater leur manque de connaissances sur le sujet, souvent, et de formation. Pourquoi? Parce que ces réseaux-là se contentent de former les gens à des formations obligatoires type loi Allure, parce qu'il y a des obligations dans ce métier-là, et qui ne vont pas creuser davantage. Donc, quand ils ont en face d'eux des investisseurs, ce qui est quand même le cas une fois sur 5 à peu près au niveau des transactions en France, entre une fois sur 5 et une fois sur 4, dépendamment des années, finalement, ils ne sont pas à la hauteur. Voilà. Et je trouve que, toujours pareil, question long terme, ça ne paie pas. Voilà. C'est que du one-shot et ils sont en perpétuelle prospection, conviction de nouveaux clients, etc. L'avantage, c'est que nous, on a une légitimité sur le marché de l'investissement immobilier, de par mon histoire personnelle, évidemment, mais aussi celle de mes associés. Et puis, on sait faire, quoi. On a fait... Aujourd'hui, je le disais à midi, on a un capital confiance qui est énorme vis-à-vis de nos clients. Je peux mettre tous les numéros des clients sur un petit papier dans un bocal, en piocher un au hasard. Je sais que si vous appelez ce client-là, il vous dira du bien. Et ça, pour moi, à partir de là, on a gagné, en fait. Voilà. C'est clair. Et c'est pour ça qu'on veut capitaliser là-dessus et le développer dans d'autres villes de France. Donc là, on ouvre Lyon là, en février. On va certainement ouvrir aussi la région paloise très très vite. Voilà, ce matin, je discutais pour ouvrir Paris, qui est un marché un peu plus compliqué, parce que là, on va toucher quand même des gens qui ont de gros moyens, et c'est une autre cible. Voilà, en tout cas, on est là-dessus. Du coup, Artae Immobilier, Voilà. A-R-T-A-E, et ne m'appelez pas ça Artea, merci. Voilà. Ouais, on a dû souvent te faire la confusion. Exactement. Et du coup, les gens viennent te voir parce qu'ils ont envie d'acheter, ou tu as aussi des gens qui veulent vendre leurs biens, et du coup, ils sont... comment dire, ils savent que vous travaillez bien justement parce que vous avez une bonne connaissance du marché, et du coup ils viennent quand même vous poser vos biens, même si c'est pas entre guillemets des investisseurs, quoi. C'est exactement ça. Là encore, avant-hier, j'ai eu au téléphone quelqu'un qui a un immeuble de rapport, une personne qui a 70 ans. Elle a un immeuble de rapport. Elle m'a dit, moi, j'ai plus envie de m'en occuper, je veux plus. Vous avez des investisseurs en acquéreur dans votre pool. Voilà, moi, ça m'intéresse de travailler avec vous plutôt qu'avec une agence locale qui va avoir de tout en fait dans son fichier, mais qui n'aura pas forcément le discours aussi pour bien vendre le truc, qui sera pas souvent aussi honnête avec le vendeur. C'est-à-dire que nous, on loupe des mandats parce qu'en fait, on est trop honnête en disant, mais le prix que vous en voulez, ça ne marchera pas. Et je préfère qu'il revienne 3 mois après en me disant, vous avez raison, et louper le mandat, plutôt que de lui prendre un prix qui est trop élevé, et qu'au bout de 3 mois, il parte ailleurs justement, et que ça finisse quand même par se vendre moins cher. Tu vois. Voilà. C'est clair. Donc, on a un peu la même philosophie. Je pense que voilà, encore une fois, il faut être honnête, viser long terme. Et puis voilà, après, il y a toujours des gens qui en tireront profit, hein, ça c'est sûr. Voilà, des gens qui s'en foutent de nous et des relations humaines. Donc c'est sûr qu'on se fera bananer plus d'une fois, mais c'est pas grave. Au moins vous êtes droit. On dormira bien. Voilà, exactement. Du coup, dernière question. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à une personne débutante qui souhaiterait se lancer dans l'investissement immobilier? Qu'est-ce que je pourrais conseiller? Je pourrais conseiller de bien sélectionner ses sources d'apprentissage. Aujourd'hui, si par exemple on vous suit sur Instagram, ce qui est mon cas, je vous suis sur Instagram, je vois le contenu que vous pouvez produire. Je vous l'ai déjà dit, je vous l'ai redit au début de l'épisode, il est qualitatif, il est régulier, il est pro.
je pense que... Et il est gratuit. Voilà. Et ça, c'est important. Mais il y a tellement de contenu gratuit que quelqu'un... Alors moi, je connais le sujet, donc en fait, je suis capable de juger ce que vous faites. Mais celui qui ne connaît pas le sujet peut vous croire à vous comme vous pouvez vous croire quelqu'un d'autre qui fait la même forme que vous, mais avec un fond différent et dont le fond est faux. Et ça, c'est quand même problématique. Donc renseignez-vous sur les gens, sur ce qu'ils ont fait, etc. Il y a un outil qui s'appelle Google qui est pas mal, je sais pas si vous connaissez, mais c'est pas mal. C'est une petite boîte. Ouais. C'est une petite boîte de Californie. Vous tapez le nom du pseudo-formateur si jamais vous avez envie de prendre une formation, je ne vais pas citer de nom, voilà, chez un tel ou un tel, et vous regardez ce qu'il a fait. En fait, déjà, allez sur société.com ou sur Papers, allez regarder s'il a une boîte, déjà, ou si c'est juste... C'est la première étape voilà. à faire. S'il a une boîte, 2 boîtes, 3 boîtes, s'il dit qu'il investit en SCI et qu'il est nulle part sur les papiers d'SCI, alors ok, il peut être au capital et pas être gérant ou co-gérant ou quoi que ce soit, mais même sur Papers, avec les bénéficiaires effectifs, etc., on retrouve tout. Donc Papers, c'est P-A-2-P-E-R-S, c'est encore plus puissant que société.com. Si vous voulez fouiner la vie des entrepreneurs un peu et le maillage capitalistique de tout ça, vous allez vous éclater. Vous pouvez passer des heures sur des gros, sur des gros profils. Regardez ça, regardez si, je sais pas moi, s'il y a des avis, s'il y a des trucs, ça pardonne pas quoi. Au bout d'un moment, voilà, s'il y a rien, c'est que c'est louche. S'il y a des trucs et qu'il y a des trucs négatifs, mais qu'il y a plus de positifs, c'est que c'est normal. Il faut aussi du négatif. On peut pas plaire à tout le monde, voilà. Clair. Même si c'est frustrant des fois, mais c'est comme ça. C'est comme sur les Airbnb, les mecs qui mettent 4 étoiles alors que tout va bien, c'est comme ça. Ça, c'est quand même quelque chose. Mais ça, aussi. c'est. Moi, j'ai arrêté de regarder les commentaires Airbnb parce que franchement, j'en dormais plus. Parfait, 4 étoiles. Parfait. Tout était parfait. Mais ouais, 4 étoiles. Et encore, si c'est 4, c'est cool. Mais non, voilà. Après, je conseillerais vraiment de choisir ses sources de connaissances. Et si c'est pas le cas, essayez de rejoindre des groupes de manière passive, soit sur les réseaux sociaux ou autres. Et puis demandez, posez des questions, etc. Mais entourez-vous de gens qui ont fait des choses plutôt que des gens qui vont vous dire comment faire les choses. Voilà, c'est plutôt ça le truc. Très Et bien. est-ce que justement, tu as des ressources peut-être à conseiller, que ce soit des vidéos, des livres, une appli, peu importe? T'as coupé la question, Alex. Ah, pardon. Non, Je- mais je- c'est très bien. Mais t'as écrit un livre, non? J'ai écrit un bouquin, mais bon, après, le bouquin, il va pas vous aider à investir dans l'immobilier. C'est juste un peu raconter mon histoire. Donc, voilà. Puis, Il y a quand même des voilà. choses très intéressantes. oui, il y a des choses intéressantes, certainement. Mais voilà, il s'appelle S'enrichir grâce à l'immobilier. Il est aux éditions Rien du tout, c'est auto-édité, aux éditions Julien Calamotte. Dispo sur Amazon ou dispo sur le site investirazoulouse.com. Donc, ça, c'est. Si vous achetez ici, je vous envoie une petite version dédicacée. Ça, c'est quand même un bonus. C'est ça. cool. Putain, ça. Incroyable. Ouais, je suis pas Musso ou Lévy, mais comme écrivain. Mais... Il y aura les liens dans tous les cas en dessous Ouais. du Voilà. podcast. Non, mais du coup, il y a le bouquin, mais il y en a plein, des super bouquins, il y en a plein. Mais au-delà de ça, je pense que le podcast, ça c'est sûr, on l'a dit, c'est un outil puissant. Podcast, vous pouvez écouter Ça fait un bail de mon ami Jérémy Nabé qui est vraiment top. Les investisseurs 4.0 de Paco, de Bonner qui est top aussi. La Martingale, top podcast avec Mathieu Stéphanie. Voilà. Moi, je cite que des podcasts où je suis passé, hein, mais c'est pas. Voilà. Mais voilà, franchement, podcast, ça c'est top. Et ensuite, aller à des événements. Aller à des événements IMO, des séminaires, aller à des apéros IMO, sans cravate, on organise. Je pense d'ailleurs qu'on discute pour en organiser ensemble, peut-être ça peut avoir du Avec sens grand plutôt plaisir. que de Avec disperser. plaisir. Voilà. Toujours- On en parle à toujours là Joris pour les aussi. apéros. Qu'on en parle à Joris là pour qu'il fasse passer des trucs de son côté. Mais voilà. Et après, franchement, Il y a déjà pas mal d'infos. entourez-vous de gens compétents, vraiment. Enfin, discutez. Voilà. Yes, super. Merci pour le conseil. Et du coup, où on peut te retrouver si on veut te contacter, si on veut travailler avec toi, enfin pour investir ou autre, comment on te trouve? Dernier conseil, j'ai oublié. Oui. Dernier conseil, arrêtez de procrastiner et passez à l'action. Ça, c'est vraiment, Ouais, ça peut paraître c'est- bateau parce qu'on le voit partout sur les réseaux sociaux, etc. Mais honnêtement, passez à l'action pour de vrai. Prenez un peu de risque. Faites-vous accompagner si vous voulez être rassuré. Et voilà, vous diminuerez un peu votre risque, mais passez à l'action. Ouais, je pense que c'est. De toute façon, c'est Sans le l'action, conseil- il n'y a aucun résultat. Ouais, c'est le Exactement. conseil numéro 1. Exactement. Voilà. Et ayez bien en tête toujours, gros gain potentiel égale gros risque. Voilà. Donc si vous avez un bien à 20% de renta, posez-vous des questions. Pourquoi lui il est à 20, celui du voisin il est à 12 et celui du voisin est à 6. Il y a toujours une explication. Voilà. Clairement. Et je dis un truc aussi toujours dans mon livre, c'est
arrêtez d'attendre la bonne affaire, faites déjà des affaires, et après, et après vous pourrez peut-être affiner votre recherche et être un peu plus, on va dire, sélectif. Oui, et puis plus on en fait, et plus il y a des projets qui se présentent à nous aussi. Voilà. Donc, Et puis ça s'arbitre, l'immobilier. Alors c'est sûr que ça s'arbitre dans les 2 premières années. Bon, on a payé que des intérêts, c'est un peu chiant, mais ça s'arbitre quand même facilement. Voilà. Et pour répondre à ta question, Alex, on peut me retrouver sur Instagram, Julien. Alors comment c'est, parce que moi je disais toujours underscore tiré du 8, mais le problème c'est qu'il n'y a plus de clavier maintenant sur les téléphones. Tu fais comment du coup, tu vois, tiré du shift plus. Quand tu dis underscore, t'as des gens, des fois ils tapent underscore UND. Alors comment s'écrit underscore, tu vois? Donc c'est tiré du bas. Tiré du bas, voilà. Donc Julien tiré du bas invest, INVEST. Voilà, ça c'est sur Instagram. Julien Calamode sur LinkedIn. J'ai plus de communauté d'ailleurs sur LinkedIn que sur Instagram, mais j'y suis moins actif pour le coup, ce qui est peut-être une erreur. D'ailleurs, je devrais y penser. Et puis après, sur le podcast Money Tree, toutes les semaines, vous pouvez me retrouver sur le podcast avec des invités au top, vraiment au top, et que je remercie d'ailleurs beaucoup. Et je remercie aussi les auditeurs du podcast et les auditeurs de Saint-Cravate, du coup, que je peux basculer sur mon podcast. Merci les gars. non, c'est chouette. Voilà. Partage. Donc voilà pour me retrouver. Et, sinon, 06, non, c'est pas vrai. Et voilà. Bon, parfait. Merci beaucoup, Julien, pour. Merci pour toutes ces informations, cet échange, ton expérience. Enfin, voilà, d'être passé sur ce podcast. Avec plaisir. Je suis très ravi de faire partie des premiers. Je vous souhaite encore une fois toute la meilleure des réussites pour ce podcast. Vraiment, je pense que vous avez du succès à venir là-dessus. Je vous l'ai averti, c'est long un peu. Vous avez averti l'autre fois, c'est un peu long. On est préparé mentalement. Mais je sais que ferez preuve de motivation et vous lâcherez rien. Et franchement, vous ferez la qualité sera là, la quantité aussi. Donc je pense que ça fonctionnera. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À très bientôt. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.